Alors j'ai découvert la finance d'entreprise à l'ESCP en cours. EY était omniprésent. C'était un sponsor important de nombreuses associations. Il y avait souvent des événements organisés par EY pour présenter les différents métiers. Et donc EY apparaissait comme un peu une voie naturelle vers le monde du travail. Moi j'ai eu plusieurs vies chez EY. J'ai travaillé chez EY dans différents pays, dans différents services. Et donc j'ai pas l'impression d'avoir le même quotidien depuis presque 15 ans. Je dirais qu'on offre à nos collaborateurs la possibilité d'avoir une carrière riche. Moi, ce que j'attends d'un candidat, c'est, quel que soit le candidat, c'est vraiment la motivation, c'est comprendre le métier. Et je pense que le travail que tu fais avec ce podcast est assez fabuleux et permet aux étudiants de se renseigner, de mieux comprendre. Bonjour, je m'appelle Guillaume Pommier, je suis un ancien banquier M&A de Lazard et le cofondateur de Training You, la première plateforme de préparation aux entretiens en corporate finance, finance de marché et conseil en stratégie et management. Je vous souhaite la bienvenue dans la deuxième saison du Career Insight, le podcast créé par Training You pour mettre en avant des personnalités inspirantes qui évoluent dans ces domaines. Si vous cherchez un stage ou un CDI, ou si vous êtes simplement curieux d'en savoir plus sur ces métiers, le podcast est fait pour vous. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon visionnage. Bonjour Nicolas. Bonjour Guillaume. Nicolas, tu es associé chez EY Parthénon et nous sommes ravis de te recevoir ici au village Baïséal, l'incubateur du Crédit Agricole, qui sont aussi nos locaux, pour partager ton expérience dans le Career Insight. Première question du podcast est toujours très générale. Peux-tu revenir sur les grandes étapes de ton parcours ? Bien sûr. Alors d'abord, merci de ton invitation. Je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui ici. Donc je suis Nicolas Deboeuf, je suis né dans le nord de la France, originaire de région parisienne. J'ai grandi à Enghien-les-Bains. J'ai fait une prépa à Paris, puis j'ai intégré l'ESCP en 2005. J'ai intégré la filière européenne, donc Paris, Londres, Berlin. 3 années, 3 campus et 3 stages chez Ernst & Young à l'époque. Puis j'ai commencé ma carrière en 2009 au sein d'EY en Transaction Services, donc TS, avant de partir aux États-Unis. Donc j'ai passé 5 ans au bureau de Paris, puis 4 ans à New York. Et j'ai ensuite transitionné vers Parthénon, les métiers de TSE, donc Transaction Strategy and Execution. Alors, on va revenir sur ces étapes dans le podcast. D'abord, quand as-tu découvert l'univers de la corporate finance ? Alors j'ai découvert la finance d'entreprise à l'ESCP en cours. Et puis le déclic, je pense, s'est opéré à mon arrivée sur le campus de Londres, où l'ESCP organisait un forum finance. Et là, toutes les grosses banques anglo-saxonnes et européennes étaient évidemment là pour présenter leurs offres, notamment M&A. Et c'est en discutant avec des banquiers que je pense l'envie de faire de la corporate finance est arrivée. Alors, qu'est-ce qui t'a attiré au départ dans cet univers ? Alors au départ, c'était, je pense, assez abstrait. Avant d'entrer à l'ESCP, la finance se limitait plutôt à la finance de marché, qui était assez visible dans les films. Et en arrivant donc en école, en discutant avec des étudiants qui avaient déjà fait des stages en banque notamment, c'est devenu plus concret. J'ai compris comment la finance d'entreprise contribuait au développement des entreprises, comment les entreprises pouvaient se financer, comment elles pouvaient créer de la valeur, croître. Et donc, c'est devenu de plus en plus concret. Et puis, j'ai aussi assez rapidement compris que dans les métiers du conseil en finance d'entreprise, on pouvait être exposé à différents secteurs, à différentes industries et avoir des parcours de carrière intéressants. Alors, pendant ta scolarité à l'ESCP, tu réalises 3 stages, tous chez EY. C'est assez original. Alors, le premier à Londres, en conseil stratégie, dans l'équipe talent au siège mondial d'EY. Le second à Paris, en transaction diligence, évaluation et modélisation. Et le troisième à Berlin, en M&A. Peux-tu nous parler de ces différentes expériences ? À l'ESCP, EY était omniprésent. C'était un sponsor important de nombreuses associations. Il y avait souvent des événements organisés par EY pour présenter les différents métiers. Et donc EY apparaissait comme un peu une voie naturelle vers le monde du travail.
Et donc, par exemple, je voyais des photos récemment d'une interview que j'avais menée avec un ancien Premier ministre, et j'avais un polo tribune floqué du logo Ernst & Young, alors que j'ai jamais encore fait de stage. C'était quel Premier ministre à l'époque? C'était Jean-Pierre Raffarin. Et il se trouve que mon expérience est assez atypique dans le sens où j'ai commencé chez Ernst & Young par le siège international, comme tu le disais, dans la Global People Team, donc une équipe qui était vraiment focalisée sur les sujets de gestion de carrière, formation, recrutement des associés, et donc des best practices à aller chercher dans les différents pays et à faire infuser dans les différentes régions. Donc assez intéressant, c'était pas uniquement lié au métier de la transaction, mais tout EY. Je me souviens à l'époque aussi avoir travaillé sur des notes de synthèse pour la direction générale sur le fait de rentrer ou non sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut aller sur Facebook à l'époque et s'exposer à de la critique. Donc on parle on était en 2006. C'était il y a quelques années maintenant. Le début des réseaux sociaux. Voilà. Et puis donc après ce premier stage de césure de 6 mois, j'ai décidé de faire un stage de césure en Transaction Services au bureau de Paris, et j'ai eu l'occasion aussi de faire quelques missions de valuation et de business modeling, ce qui était assez intéressant. Je travaillais sur une mission assez longue de VDD, donc Vendor Due Diligence, donc une mission de TS pour un grand groupe qui a souhaité se séparer de son activité hard discount en France et à l'international. C'est une mission qui m'a occupé l'intégralité de mon stage et qui m'a vraiment beaucoup appris. J'ai appris les rudiments de la finance via ce stage. J'ai appris à utiliser les outils Excel, traitement de bases de données complexes, les aspects rédactionnels au cours de ce stage, et j'ai obtenu aussi une offre à l'issue de ce stage, une offre de job. C'est assez peu commun de faire les 3 stages dans la même entreprise. Ouais. T'as jamais voulu aller tenter quelque chose d'autre? Alors, pourquoi t'as voulu rester chez EY? Ouais, alors quand je suis arrivé sur le campus de Berlin, donc c'était en septembre 2008, j'avais obtenu cette offre de stage. J'avais donc plutôt une grande sécurité. Toutefois, le marché du travail était quand même très très compliqué à ce moment-là. Il y avait le moment de la crise des subprimes, exactement, avec des marchés financiers qui étaient très chahutés, des entreprises qui avaient fermé les vannes du recrutement, avec des gels d'embauche assez généralisés. Et donc c'est pas pour prêter allégeance à Ernst & Young, pas du tout, mais pour montrer que j'étais vraiment motivé, je me suis dit, faisons le dernier stage chez EY. Mais j'ai passé un processus classique d'entretien à Berlin, où j'avais un CV qui aidait, j'avais déjà passé quelques mois dans la maison, donc j'ai été pris. Et donc là, j'ai fait du M&A, effectivement, pendant quelques mois. Et t'avais sécurisé ton offre de CDI déjà avant ton dernier stage chez EY. Oui, absolument. Assez sécurisant, comme tu l'as dit. Et donc, effectivement, après tes études, tu débutes ta carrière chez EY tout naturellement en Transaction Services. Comment s'est déroulé ton retour? Alors très bon retour dans ce contexte un petit peu perturbé, comme je le disais, mais j'ai eu l'opportunité de faire des missions très intéressantes. Donc là, je me suis occupé à travailler sur des missions de due diligence financière, donc soit à la vente, soit à l'achat, pour des fonds d'investissement ou pour des industriels. Dans un grand type de secteur d'activité. J'étais pas du tout sectorisé à l'époque, et donc très enrichissant en fait. C'est vraiment une période que je comparerais un petit peu à la classe prépa, dans le sens où les horaires étaient durs, on travaillait vraiment très très fort, enfin très très dur, mais on sentait qu'on créait de la compétence. Enfin, la courbe d'apprentissage était très 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 forte, avec des équipes soudées qui vraiment formaient les plus jeunes, et cet esprit de transmission très fort chez EY en TS. C'était quoi tes horaires à l'époque? Alors en moyenne, je dirais 22h, 23h en moyenne, avec des pics et puis des périodes un peu plus calmes. Alors, c'était en Transaction Services. Concrètement, en quoi consiste ce métier? Alors, le TS, c'est une branche du secteur financier, du conseil financier, et c'est en lien au cœur de la transaction. Et donc, le but du TS, c'est vraiment de venir sécuriser les transactions en fournissant des rapports, en délivrant des rapports, que ce soit à la vente ou à l'achat, pour fluidifier le processus de vente ou d'acquisition, et rassurer l'investisseur sur l'objet de la transaction.
Et donc, il y a différents types de rapports, hein, comme je le disais. La VDD, donc on se situe à la vente. Et donc, on va faire les analyses classiques de revue de la performance de l'entreprise. Donc, on va revoir comment le chiffre d'affaires s'est développé sur les 2-3 années historiques. Comment le chiffre d'affaires a évolué d'un point de vue parfois ligne de produit. En fonction des régions, différents critères. On va regarder la marge aussi, comment elle se décompose, les différents niveaux de marge. On va regarder également le BFR, la dette, les capex, le cash flow in fine, et évidemment l'adjusted EBITDA qui est l'analyse qui en général qui intéresse le plus nos clients. Quel est le niveau de profitabilité normatif de la société? Dans le passé, pour aussi permettre d'anticiper le futur avec des revues de business plan évidemment dans nos analyses. Et alors quand on se situe à l'achat, à l'inverse, l'objectif ça va être vraiment sur la base souvent de la VDD, de venir challenger le rapport, de venir discuter avec ceux qui l'ont élaboré via des sessions de questions-réponses et de permettre à l'investisseur de mesurer le niveau de risque, qu'il soit financier, opérationnel, juridique, et donc in fine aussi avoir un impact sur le niveau de valorisation de la société. Est-ce que avoir recours à ces due diligence, c'est quelque chose qui est obligatoire quand on veut mener une transaction ou pas du tout? Alors, c'est une bonne question. Moi, je le recommanderais à n'importe qui. Il est possible de s'en passer si la taille de la société est modeste, je dirais. Donc, tu interviens généralement pour des groupes d'une certaine taille déjà. Oui, absolument. Et c'est le vendeur qui rémunère le cabinet pour faire ce travail. Exactement. C'est ça. C'est comme ça que ça marche. Et donc, ça garantit aussi l'indépendance. Il n'y a pas de success fees, contrairement au M&A. Les fees sont fixés dès le début. Donc, c'est différent. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de mission que tu as fait en sell side et en buy side et nous expliquer pourquoi ça t'a marqué? Ouais, alors en sell side, je suis intervenu par exemple sur des missions pour un grand leader dans la boisson qui cherchait à se séparer d'une marque dans un pays. Donc une mission qui a duré 2-3 mois, qui a nécessité des déplacements, pas mal de déplacements. Mission intéressante. Buy side, j'ai beaucoup travaillé pour des fonds de private equity, donc des missions assez différentes dans l'approche, puisque quand on travaille avec les fonds de private equity en général, ce sont des professionnels de transaction. C'est leur quotidien vraiment de faire des deals. Et donc c'est en général des rythmes un peu plus forts, on va dire. C'est assez effréné comme rythme, mais intéressant également. Tu l'as dit, hein, le TS consiste à effectuer des due diligence comptables et financières dans le cadre de transactions. Et ce métier est parfois confondu avec l'audit. En école, on fait souvent la confusion entre le métier d'auditeur et celui du TS. Quelle est la différence entre les deux? Alors, ouais, la confusion, je la comprends puisque les métiers peuvent avoir quelques similitudes. C'est vrai qu'on vient dans les deux cas analyser des chiffres. La finance est la matière première, on va dire. Toutefois, c'est quand même des métiers différents dans le sens où dans une mission d'audit légal, le commissaire aux comptes va venir mettre une signature sur des comptes, les certifier, s'assurer qu'ils respectent certaines normes comptables, IFRS, French GAAP, US GAAP. Alors que en TS, on va venir sécuriser une transaction et le rapport va pas être à destination du public, mais d'un investisseur donné. Déjà, l'audience n'est pas la même. Ensuite, en termes de champ d'analyse, l'audit va se focaliser surtout sur le passé pour donner l'image la plus fidèle et juste de la réalité économique de l'entreprise. Tandis qu'en TS, on va regarder évidemment l'historique, on va regarder le current trading, donc la performance actuelle, et on va aussi regarder évidemment le BP et le futur. Donc, je dirais le champ est différent. Et enfin, bon, ça c'est plus pour les jeunes professionnels, les jeunes auditeurs ou les jeunes qui sont en conseil en TS. Le rythme de travail n'est pas le même. C'est-à-dire qu'en audit, il y a ce qu'on appelle la peak season.
période intense d'audit qui suit évidemment le calendrier comptable de reporting. Mais il y a un peu plus on peut plus prévoir son emploi du temps, tandis qu'en TS, on est vraiment soumis au rythme de la transaction qu'on ne maîtrise par définition pas. Tu as travaillé pendant 5 ans dans le bureau parisien d'EY avant de rejoindre le bureau de New York aux États-Unis pour faire une rotation. Pourquoi ce choix ? Alors, je pense qu'au bout de 5 ans au bureau de Paris, du fait de mes expériences passées aussi lors de mes études à Londres et à Berlin, j'avais besoin de voir autre chose, de retourner à l'international. Donc, je me suis posé la question de l'Asie, des US. Et il se trouve qu'aux États-Unis, à New York en l'occurrence, en particulier, il y avait un pic d'activité dans une pratique qui s'appelle toujours Divestitures Advisory Services, DAS, dont l'objectif était d'accompagner les clients corporate, des gros corporates américains, dans leurs grandes opérations de transformation et de cession, de spin-off. Et donc, étant donné qu'il y avait des besoins dans cette géographie, que j'avais les bons ratings qui permettaient de demander un transfert, j'ai envisagé cette mobilité. L'équipe était également vraiment très très bonne et donc je me suis dit que j'allais apprendre énormément, ce qui était le cas. J'étais parti pour 2 ans et je suis resté quasiment 4 ans. C'est un vrai choix de vie. Quelle était ta situation à l'époque et comment t'as pris cette décision-là ? Ouais, alors choix de vie, effectivement. C'était une décision concertée avec ma fiancée de l'époque, avec qui je me suis marié. On est partis donc ensemble. Et oui, c'est sûr qu'elle a dû quitter son job à Paris, en trouver un aux États-Unis, se confronter au marché du travail aux États-Unis. C'était, je pense, pour elle une très très bonne expérience. Donc on était tous les deux très heureux. Alors en quoi c'était vraiment différent de travailler à New York par rapport à Paris en matière d'ambiance de travail, de culture, de mission aussi? Extrêmement différent. Alors déjà, comme je le disais, en TS, je faisais à la fois du buy side, du sell side. Là, j'étais uniquement à la vente. J'étais sur des missions beaucoup plus longues, des missions de minimum 6 mois, je dirais. Ensuite, la dimension de déplacement était extrêmement importante aux États-Unis. C'est-à-dire que en France, dans mon contrat, je me souviens plus très bien, mais il devait y avoir une clause qui disait que je serais amené à me déplacer. Et je suis pas allé souvent à l'étranger. J'ai eu quelques déplacements, mais pas tant que ça. Aux États-Unis, c'était toutes les semaines. C'était du lundi au jeudi. Et puis c'était surtout à l'autre bout du pays en fait. Donc j'ai passé 2 mois à San Francisco. T'as pris beaucoup l'avion. Voilà, j'ai pris beaucoup l'avion et puis on parle d'un vol de 6 heures, de 3 heures de décalage horaire. Donc c'est un Paris-Dubaï si on veut se le représenter. Passer 10 mois à Boston, pareil, à prendre l'avion de manière hebdomadaire. Donc ça c'est dur, ça induit une fatigue et beaucoup de temps passé dans ces transports qui est pas évident à gérer, mais ça permet aussi de voir du pays, ce qui était très bien. Ensuite, je pense que ce que ça m'a apporté cette expérience aux US, c'est ça donne confiance en soi, c'est-à-dire qu'on se dit oh là là, mon anglais est pas suffisamment bon, j'ai un fort accent français, etc. Alors qu'en fait c'est un atout, l'accent français, ça vous donne du charme, c'est vraiment assez intéressant à voir, mais c'est vrai. On est aussi très bon techniquement, on se rend compte quand on est français, qu'on va aux États-Unis, parce que là c'était à métier égal, donc je pouvais vraiment voir la différence. Et puis sur certains aspects, les Américains sont extrêmement impressionnants sur justement tout ce qui est présentation orale. On voit qu'ils sont prêts dès le plus jeune âge à s'exposer au public. C'est pas la culture de l'écrit comme en France, où à l'école on va insister sur ce qui n'a pas été et mettre en rouge des croix et entourer ce qui n'a pas été. Aux États-Unis, au contraire, on va s'extasier sur ce qui fonctionne. Et donc dans le mindset, dans l'état d'esprit, ça change beaucoup de choses. Ouais. Alors après 9 ans en Transaction Services, une première rupture intervient dans ton parcours. Alors c'est pas une rupture par rapport à EY, tu restes chez EY. On sera Évolution naturelle. Évolution naturelle. Et il y a 2 choses. D'abord, tu reviens à Paris, donc tu reviens en France. Et deuxièmement, tu rejoins EY Parthénon, qui est la branche conseil en stratégie du cabinet EY. Pourquoi cette décision ? Alors, donc c'était pas une rupture, c'est vraiment une évolution naturelle, ça restait EY. Et puis à l'époque, c'était pas encore EY Parthénon. Il y a eu une réorganisation de l'équipe, de cette équipe que j'ai rejoint, qui s'appelle TSE, Transaction Strategy and Execution, qui à l'époque était plutôt rattachée au métier du TS.
et qui finalement a été rattaché à EY Parthenon, puisqu'il y a une dimension stratégie dans TSE, il y a stratégie. Et en fait, quand je suis rentré en France, ce que j'avais appris aux États-Unis en termes de d'investiture, de carve-out, spin-off et séparation, je pouvais pas le retrouver en TS en fait, où encore une fois c'était on n'a pas de spécialisation buy side ou sell side, et c'est vraiment dans l'équipe TSE que les projets de cette nature se trouvaient, et c'est la raison qui a motivé mon transfert dans cette équipe. Ouais. Alors tu peux nous présenter EY Parthenon aujourd'hui? Ouais, alors EY Parthenon, c'est partie intégrante d'EY. Et peut-être que c'est important de passer quelques minutes pour recontextualiser tout ça. Donc EY, c'est 4 grandes lignes de service. Donc c'est l'assurance qui comprend l'audit, qui comprend les services comptables, conseil comptable, ce qu'on appelle FAS, ce qui comprend aussi tout ce qui est autour du développement, du climat, changement climatique, ce qu'on appelle CICAS. C'est le consulting aussi. Consulting, c'est à la fois business consulting et technology consulting. Donc ça va être les métiers autour de l'innovation, donc Faber Novel par exemple, de la supply chain, Adameo. Ça va être les métiers autour de également les systèmes d'information, la stratégie IT, la cyber, les ERP, etc. Il y a un département aussi juridique et fiscal qui s'appelle EY Société d'avocats, qui comprend l'ensemble de nos avocats spécialisés en droit des affaires, droit de la propriété intellectuelle, droit social, et j'en passe, et ainsi que nos fiscalistes évidemment. Et puis il y a stratégie et transactions. Et donc c'est au sein de stratégie et transactions que se situe EY Parthenon. Et alors ces 4 grandes lignes de service sont évidemment supportées par ce qu'on appelle les services support, enfin CBS. Qui sont donc évidemment comme dans toute organisation, les RH, la finance, l'IT, le marketing, la com, et donc tout ça évidemment porte l'ensemble de l'organisation. Et donc pour revenir à Parthenon, donc Parthenon c'est donc la stratégie, c'est connu. Et ouais, Parthenon, la marque est très forte par la stratégie en fait, effectivement. Donc là c'est accompagner nos clients dans la définition de leur plan stratégique. Les accompagner aussi dans leur stratégie commerciale avec du revenu gross management par exemple, ou encore faire des due deals commerciales dans le cadre de transactions. Ça va être aussi dans Parthenon, on va avoir les activités qui sont autour du retournement opérationnel. Donc là aussi, c'est élaborer des plans de retournement, les mettre en place. C'est également travailler sur l'amélioration de la performance et les sujets autour de la trésorerie. Mais aussi la gestion des relations sociales dans un contexte compliqué par nature. Et la dernière activité, c'est TSE. TSE, donc équipe dont je fais partie. Alors justement, tu es partenaire au sein de l'équipe TSE. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire effectivement ce que fait cette équipe chez EY Parthenon? Alors TSE, c'est une équipe qui accompagne des directions générales dans leurs projets de intégration, de séparation, de réorganisation en vue d'une transaction. Et donc on a 2 grosses offres que sont le Sell and Separate, donc les activités plutôt de carve-out, et Buy and Integrate. Donc là, c'est tout ce qui est autour de l'intégration. Et on a également, au sein de cette équipe, donc c'est une équipe de 60 personnes environ, 7 associés. On a de l'IT, on a une petite dizaine d'experts en IT qui nous accompagnent dans toutes les missions, en fait. Et donc l'équipe, pour en dire un mot, c'est une équipe, une très belle équipe, solide, solidaire, très cosmopolite. Je l'ai pas dit aux États-Unis, c'était une grosse différence par rapport à la France, mais en TS à Paris, c'est vrai que c'était quand même assez français. En TSE, on a plusieurs nationalités, on a des Américains, des Canadiens, des Marocains, des Russes, des Allemands. Donc c'est une équipe très riche et très diverse, ce qui est assez intéressant. Alors cette équipe, elle fournit différents types de services autour de l'opération et de la transaction. On va en prendre quelques-uns, si ça te va. Et pour chacun, tu vas nous dire ce que c'est concrètement et nous donner un exemple par rapport à ton expérience. Très bien. On commence par le carve-out. Tu en as parlé, c'est quoi un carve-out? Est-ce que tu peux me donner un exemple? Alors, ouais. Carve-out, c'est en français détourage. Donc c'est l'objet, c'est vraiment de sortir une activité. Donc ça peut être une ligne de service, un produit, un pays
du périmètre. Et donc, l'objectif en général d'une société qui va faire un carve-out, c'est de se recentrer sur son cœur business, de vendre un actif parfois non sous-performant, parfois voilà qui n'est plus dans le cœur, et de ce fait, ça passe par un scoping, définir le périmètre à céder. Regarder quels sont les impacts en termes juridiques, en termes fiscaux aussi, parce qu'il y a souvent des frottements, en termes opérationnels évidemment, et financiers. Donc ça nécessite en général faire des comptes pro forma aux bornes du périmètre qui doit être cédé. Et donc il y a plein de types de projets différents qui peuvent avoir lieu. Il y a des projets de PMO, sur les projets les plus complexes, on va mettre en place un programme management office qui va aider le client à structurer un projet avec des workstreams par fonction qu'il va falloir détourer. Donc on va accompagner nos clients dans la définition de plans de séparation qu'on va ensuite mettre en œuvre. Il y a des workstreams un peu plus transversales comme par exemple la gestion du changement, comme les process RH. C'est souvent des projets soumis à l'acceptation des instances représentatives du personnel avec des infoconsultes. Et donc tout un tas de chantiers qui doivent être suivis pour s'assurer que l'opération arrive à son terme. Et on parle souvent de missions qui peuvent durer 12, 18, 24 mois. Deuxième exemple, je vais le donner en anglais et en français, PMI, PMI, Post-Merger Integration. Concrètement, c'est quoi? Et encore une fois, peux-tu donner un exemple? Ouais. Donc là, c'est tous les services autour des sujets d'intégration suite à une fusion ou une acquisition. Et donc, là, ça intervient après le M&A. Ça, exactement. Voilà. Et Post-Merger Integration. Voilà. Post-Merger Integration, exactement. Ça intervient après. Et sur les sujets les plus complexes, ça nécessite d'être accompagné. Alors, quand on acquiert une société qui est facile à intégrer, on va dire, soit parce qu'il y a peu de personnes, soit parce que elle est déjà très autonome et on ne compte pas l'intégrer, pas de sujet de PMI. En revanche, quand on arrive sur des sujets très complexes, avec des multigéographies, avec des milliers de collaborateurs, des systèmes d'information qu'on a envie d'harmoniser, par exemple, des sujets contractuels qu'on a envie de gérer pour optimiser aussi et réaliser des synergies, c'est plutôt intéressant d'être accompagné pour définir un plan d'intégration. Là encore, avec l'ensemble des fonctions, on va s'assurer que on est prêt pour le day one, que la société va opérer, qu'il n'y a pas de problème de continuité de business, qu'il n'y a pas d'interruption. On va également accompagner le client sur les synergies, donc identifier les synergies, qu'elles soient commerciales ou en termes de réduction de coûts, et également aider le client à monitorer ces synergies, et on va aussi mettre en place donc ce qu'on appelle un IMO, donc Integration Management Office, qui va cadrer le programme et le guider tout au long du process. Et point aussi important et qui concerne aussi les séparations, le Target Operating Model, le modèle opérationnel cible, doit être défini. Ça nécessite beaucoup de travail, beaucoup d'interactions entre les deux structures. Et donc ça, là-dessus, on a un vrai apport méthodologique et on arrive à accompagner nos clients sur ce genre de sujet. C'est quoi la plus grande difficulté d'intégration? Alors, ça dépend vraiment des contextes, mais je dirais que la culture, c'est un vrai sujet quand les sociétés viennent de zones géographiques très différentes ou même des modes de management très très différents. En général, c'est une des raisons de l'échec de certaines intégrations. T'as un exemple à nous donner? Pas d'échec, mais de projets de PMI. Oui, j'ai accompagné un client l'année dernière. Donc client qui est dans la gestion de services clients, qui a racheté une société qui faisait à peu près 20% de sa taille, donc significatif. C'est un très gros client. Et là-dessus, on les a effectivement accompagnés dans la définition de ce Target Operating Model, dans la préparation du Day One, sur le sujet des synergies. Et c'était une mission très intéressante.
Troisième exemple de mission, une due diligence opérationnelle. Concrètement, c'est quoi? Alors, ouais, dans les tout à l'heure on parlait du TS, donc le TS c'est due diligence, c'est vraiment très drivé due diligence. On en fait aussi en TSE. On peut venir par exemple dans un process de VDD inclure un module opération si il y a un sujet de carve-out, si l'objet en vente fait l'objet d'un carve-out est complexe, parce que ça va apporter de la lumière sur l'objet et ça va permettre aussi d'alimenter la QoE, la Quality of Earnings, donc cet EBITDA ajusté qui est l'analyse clé du rapport de TS. Et donc, on va venir mesurer l'EBITDA ajusté standalone pour pouvoir alimenter les modèles aussi de l'acquéreur. Et en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, on va détailler les refacturations du groupe vers la fille. On va regarder un ensemble de dimensions classiques que sont les process, les people, les contrats, les actifs, les systèmes, et identifier des points de complexité qui pourraient nécessiter des travaux complémentaires, tout au moins des surcoûts, des one-off costs, comme on les appelle, des coûts non récurrents. Ça, ce sont des analyses qu'on fait très, très généralement. Alors, je fais un dézoom et je reviens sur EY dans sa globalité que tu as déjà présentée. Quelles sont les particularités d'EY par rapport à ses principaux concurrents, en particulier les autres Big Four? Alors, EY, aujourd'hui, est dirigé par Janet Trunkel, qui est notre nouvelle CEO depuis juillet. Et c'est la première fois qu'une femme est présidente d'un Big Four. Donc ça, c'est déjà une particularité. Et je pense qu'EY est à la pointe sur les sujets de DEI, en fait, Diversity, Equity et Inclusion. Ça, c'est un premier point. Ensuite, sur l'aspect plus technologique, EY a investi énormément dans l'intelligence artificielle, dans l'IA. On a un plan d'1,4 milliard de dollars d'investissement sur le développement de nouvelles offres, sur l'intégration de l'IA dans nos process. On a des partenariats là avec Microsoft Azure, avec Nvidia, avec ServiceNow. Donc là-dessus, on met on met l'accent sur cet aspect-là pour faire partie de cette transformation digitale qu'on observe. Et puis EY, c'est en tout cas EY Parthénon, je dirais, c'est cette marque qui est quand même très très forte et qui, selon moi, nous différencie de nos concurrents. Alors tu l'as rappelé aussi, EY est présent sur de nombreux métiers, c'est un cabinet pluridisciplinaire. En quoi cette organisation est-elle un avantage pour vos clients? Alors, nos clients sont souvent soumis à des problématiques complexes et c'est rare de pouvoir, au sein d'un conseil, obtenir des réponses sur des sujets aussi différents que des sujets financiers, juridiques, fiscaux, opérationnels liés au service informatique, par exemple. Sur des géographies aussi très différentes. On est présent dans aujourd'hui 150 pays, on a 700 bureaux. Donc, il n'y a pas une zone dans le monde qu'on ne couvre pas pour un client. Et ça c'est vraiment sont des éléments assez différenciants. As-tu déjà eu l'opportunité de travailler avec différentes équipes au sein du cabinet sur un même projet? Moi, je dirais que c'est plutôt même dans 90% des cas le cas. Okay. C'est très très courant. Effectivement, là, je pense à une mission dans la médecine nucléaire sur laquelle je suis intervenu récemment, où on avait donc TSE, on avait du service comptable et financier, droit social et droit des sociétés, fiscalité. Enfin, c'était vraiment assez riche en termes de services qu'on a pu offrir à nos clients. Nicolas, il y a une thématique qui intéresse beaucoup notre audience, c'est celle du recrutement. Alors évidemment, EY attire de nombreux candidats chaque année. Je pense même plusieurs milliers de candidatures sont reçues par EY chaque année, à la fois pour des stages et pour des CDI. Qu'est-ce que tu attends, toi, chez les candidats, et quels seraient tes conseils pour optimiser ses chances de passer le screening chez EY? Alors, moi, ce que j'attends d'un candidat, c'est, quel que soit le candidat, c'est vraiment la motivation, c'est
comprendre le métier. Et je pense que le travail que tu fais avec ce podcast est assez fabuleux et permet aux étudiants de se renseigner, de mieux comprendre ce que font les uns les autres et d'être plus pertinents au moment des entretiens, puisqu'en fait, ils ont accès à beaucoup d'informations. Et donc la motivation pour moi est clé. Donc la lettre de motivation, l'énergie que les étudiants vont avoir, la proactivité, le dynamisme sont des points extrêmement importants. Ensuite, entre les sorties d'école et les profils un peu plus expérimentés, les attentes vont être un peu différentes. Pour quelqu'un qui sort d'école ou qui est à l'école, on va apporter une attention particulière au parcours académique et des stages, voir un peu quelle est la cohérence et comment ça peut s'inscrire, en tout cas pour TSE dans notre équipe. Pour quelqu'un de plus expérimenté, on va regarder aussi plus l'expérience et voir comment l'expérience acquise va permettre d'enrichir nos offres. Quels sont les stages que tu valorises, toi, pour ensuite postuler dans ton équipe? Alors, dans l'équipe, on aime bien les personnes qui ont qui connaissent le M&A, qui connaissent la transaction, donc qui ont fait de la banque d'affaires, ça aide, ou du conseil. Comment se passe le process de recrutement dans l'équipe TSE? Alors, il est assez proche du processus EY classique, c'est-à-dire que il est en 3 temps. Premier temps, ça va être un screening RH qui va venir regarder le profil du candidat, son CV, sa lettre de motivation, qui va, si le candidat est sélectionné, l'inviter à remplir un certain nombre de tests en ligne, tests de logique, tests plus comportemental, d'anglais. Puis le candidat va être invité à un assessment center. Donc chez nous, il va avoir le droit à des présentations d'EY, des différents services. Puis il va participer à des entretiens de groupe, une dizaine de candidats dans la même salle qui vont travailler sur une problématique commune et qu'on va évaluer. On va regarder comment ils interagissent les uns avec les autres. Et puis un entretien avec un opérationnel, un manager en général, qui va venir sonder les motivations du candidat, essayer de comprendre son parcours, et puis peut-être faire un petit cas pratique pour le tester. Donc ça c'est l'assessment center. Et à la fin de l'assessment center, si le candidat est retenu, il va passer un entretien avec un manager ou un senior manager de notre équipe, qui va le tester sur un case study concret. Donc là, en l'occurrence, soit une séparation, une intégration. Et puis, si cet entretien est concluant, la dernière étape, c'est une étape avec un associé. Donc là, c'est en général plutôt un entretien de fit, comprendre vraiment les motivations profondes du candidat pour s'assurer qu'il va s'épanouir dans l'équipe, parce que c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que il faut aussi convaincre le candidat de venir chez nous et s'assurer que on est tous heureux de cette collaboration à venir. Une fois recruté, qu'est-ce que tu attends de tes jeunes collaborateurs? Alors, ce qu'on fait avec les plus jeunes, c'est qu'on les responsabilise très vite et on les encadre évidemment et on les accompagne. Mais quand en entretien, je me dis tiens, cette personne, je me vois bien la mettre sur mon projet la semaine prochaine, et c'est plutôt bon signe. Et donc quelqu'un qui va poser des questions, qui va être curieux, qui va montrer qu'il s'est renseigné sur le job et qui a parlé aussi à des membres de l'équipe. Ça, c'est un gros plus et c'est presque un prérequis. Nicolas, tu es rentré comme stagiaire chez EY, tu es aujourd'hui partenaire au sein du cabinet. Bon, déjà, c'est un bel exemple de longévité, c'est assez rare aujourd'hui cette fidélité. Quelles sont plus globalement les perspectives d'évolution pour les jeunes chez EY? Oui, alors moi j'ai eu plusieurs vies chez EY. J'ai travaillé chez EY dans différents pays, dans différents services, et donc j'ai pas l'impression d'avoir le même quotidien depuis presque 15 ans. Non, je dirais qu'on offre à nos collaborateurs la possibilité d'avoir une carrière riche. On va permettre des mobilités internationales. Alors, moi, je suis parti 4 ans, mais on peut partir 3 mois, et on a un programme qui s'appelle Mobility for You, qui est assez populaire au sein de notre communauté de consultants.
On expose nos collaborateurs aussi à des projets cross-border internationaux. Donc en fait, même si vous êtes basé à Paris, vous allez parler à des Américains, des Anglais, des Allemands, et en fait, ça ouvre énormément les perspectives. Et puis parfois, ça donne des velléités d'aller voir ailleurs pour un secondment. On a des personnes de l'équipe là qui sont actuellement en Australie. On en a eu aussi à New York, à Los Angeles. Et donc, je pense que les perspectives de carrière sont assez claires, avec une pyramide qui est assez normée, avec des grades junior consultant, senior consultant, manager, senior manager, directeur, associé, qui sont, je pense, assez transparents pour l'ensemble des collaborateurs. On arrive, Nicolas, à la fin de ce podcast, mais il reste une partie, c'est le traditionnel quiz du Career Insight. Je rappelle les règles de manière très rapide. Ce sont des questions courtes de mon côté et des réponses courtes de ton côté. Okay. Si tu devais définir EY en un seul mot, cela serait lequel ? Engagement envers nos collaborateurs. On les forme, on fait en sorte de mettre ça vraiment en avant. Engagement envers nos clients, à leur servir le plus haut niveau de qualité et d'excellence. Et puis engagement envers la cité aussi. Quand je dis la cité, c'est vraiment l'écosystème, avec des programmes tels que les internats d'excellence. On accompagne des préparationnaires dans le développement de leur carrière. On leur donne les codes du monde du travail, que ce soit également la fondation EY, tout ce que la fondation EY fait, ou encore le prix EY Entrepreneur de l'année, où on accompagne les entrepreneurs. La plus grande qualité pour travailler chez EY en Transaction Services ? Alors, je dirais capacité analytique et réactivité. La plus grande qualité pour travailler chez EY dans l'équipe TSE ? En TSE, ce serait, je pense, l'adaptabilité, la diplomatie, la communication. En fait, on est amené à interagir avec des interlocuteurs différents, donc niveau direction générale, des workstream leaders dans la fonction manufacturing, par exemple, R&D, les fonctions support. Donc des gens qui ont des backgrounds très différents, ce qui est assez différent du TS, où on parle en général à des personnes de la fonction finance, comptable, commerciale éventuellement, mais là c'est un panel un peu plus large, donc des qualités un peu différentes. La question que tu aimes poser aux candidats en entretien ? Alors j'aime bien demander aux candidats quelles ont été des expériences récentes de challenge avec quelqu'un de difficile, dans le cadre d'un stage, d'un projet à l'école. Parce qu'en général, la réponse en dit long sur la maturité. La manière dont la personne a géré, c'est en général assez instructif. La réponse que tu n'aimes absolument pas entendre en entretien ? Non. Quand je demande est-ce que vous avez une question, est-ce que vous aimeriez, est-ce qu'il y a un élément qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, puis que j'obtiens un non en général, ça veut dire que la personne n'est pas motivée, qu'elle s'est pas préparée. Donc, rédhibitoire. Ton meilleur souvenir professionnel ? Alors, meilleur souvenir professionnel, je dirais aux États-Unis, j'avais travaillé sur le spin-off de Conduent de Xerox. Et c'était une mission vraiment intéressante, dans le sens où j'étais encore en TS à l'époque, mais en fait, sans le savoir, c'était ma première mission TSE. Il y avait du valuation, il y avait du TSE, et je pense que c'est la mission qui m'a vraiment donné le déclic pour faire la bascule. Et c'était une très belle mission, ouais. Ton pire souvenir professionnel ? Alors là, il y a des missions compliquées, j'en ai eu beaucoup. Je dirais une mission quand j'étais senior, où le manager avait démissionné en plein milieu, le client était compliqué, l'information n'était pas très exploitable, pas facile. L'anecdote que tu n'as pas souvent partagée et dont tu aimerais nous parler aujourd'hui ? L'anecdote... Alors, non, anecdote plutôt quand j'étais étudiant, mais qui est assez rigolote. C'est quand je suis arrivé sur le campus de Berlin, donc on était en septembre 2008, j'étais contacté par les équipes de Facebook qui m'ont dit écoute, il y a Mark Zuckerberg qui vient la semaine prochaine, il aimerait rencontrer une vingtaine d'étudiants sur le campus, qui vivent à Berlin, parce que Berlin et l'Allemagne de manière plus générale, c'est un marché qu'on n'arrive pas à pénétrer. Il y a un site qui s'appelle StudiVZ, qui est un équivalent de Facebook, mais les Allemands veulent pas s'en décrocher.
et on aimerait comprendre pourquoi. Et donc j'étais invité à cet événement qui était en anglais, heureusement. Et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer un milliardaire qui avait mon âge, peut-être une semaine de plus que moi, et qui cherchait des ambassadeurs en fait. J'étais assez actif sur les réseaux sociaux et sur Facebook à l'époque pour essayer de comprendre et convertir, on va dire, les Allemands à Facebook. Bon, j'ai finalement pas trop donné suite. Je suis pas devenu un ambassadeur Facebook, mais plutôt un ambassadeur EY. Le conseil que tu donnerais au jeune Nicolas Deboeuf qui étudiait à l'ESCP dans les années 2000? Alors, je lui dirais de saisir toutes les opportunités qui se présentent, d'être curieux, d'être tourné vers l'extérieur. Si il y a des opportunités à l'international, par exemple, au sein de l'école, les saisir. Et puis chaque opportunité est bonne pour apprendre des autres. Donc que ce soit en projet de groupe en école, en stage, parlez, ouvrez-vous aux uns aux autres, et puis commencez. Je lui dirais, commence à bâtir ton réseau dès maintenant, et puis entretiens-le. Merci Nicolas. Merci Guillaume. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du Career Insight. Pour retrouver les précédents épisodes du Career Insight, mais aussi de notre autre podcast, Chose au Career, rendez-vous sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur LinkedIn, Instagram et TikTok pour être au courant de l'actualité de ces métiers et à vous abonner à la plateforme Training You si vous cherchez un stage ou CDI pour booster votre préparation.